Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Vintera où on accueille des musiciens et artistes que l'on souhaite mettre en lumière. Aujourd'hui, nous accueillons Étienne du groupe Chargot. C'est parti pour l'épisode 2 du podcast Vintera. Avant toute chose, petite parenthèse, si vous aimez le podcast et si vous souhaitez soutenir notre plateforme, merci de mettre un like, un pouce vers le haut, tout ce que vous voulez. Vous abonner et donner votre avis en commentaire. Vous pouvez également faire un petit don sur notre Buy Me a Coffee, ça compte énormément pour nous. Merci d'avance. Pour ce deuxième épisode, donc, c'est avec joie qu'on accueille Étienne, alias The Chargot, du groupe Chargot. Comment vas-tu, Étienne, aujourd'hui ? Eh ben écoute, ça va. Je ne dirais pas que je suis dans le stress parce que je suis dans le déni. Voilà, absolument, de façon totale et absolue. Non, si c'est faux, j'ai quand même un petit peu la pression là. C'est pas un concert comme d'habitude. Ça change un peu de dab, on va dire. Et oui, parce que demain, effectivement, vous fêtez vos 10 ans en grande pompe. Donc, petite présentation rapide pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le groupe. Chargot, c'est un groupe de métal industriel, mais pas que. Ils ont la particularité de nous dépeindre un univers post-apocalyptique et cyberpunk où évoluent donc des personnages marquants, pour la plupart incarnés d'ailleurs par les membres du groupe, sur scène, comme dans leurs clips très travaillés et scénarisés. On reviendra d'ailleurs là-dessus un petit peu plus tard. Donc cette année, effectivement, Chargot fête ses 10 ans et justement, donc vous êtes sur le point de fêter ça dans la légendaire salle La Cigale à Paris, où nous nous trouvons actuellement. Comment vous êtes parvenu à organiser votre anniversaire dans un endroit aussi emblématique ? Bah ça, pour le coup, c'est grâce à nos producteurs, Gérard Drouot Productions, qui ont organisé la date, tout simplement. Ils savaient un petit peu ce qu'on est capable de ramener sur Paris, donc ils se sont dit, pourquoi pas La Cigale ? Il y a eu pas mal de négociations, est-ce que c'était La Cigale, est-ce que ça allait être l'Élysée-Montmartre, est-ce que je suis passé sur celle-là, donc très bien, on l'a encore jamais fait, donc c'est très cool. Et oui, l'Élysée-Montmartre, vous aviez joué en 2023. D'ailleurs. 2023 et 2018, ouais. On avait ouvert pour Ministry à l'époque, c'était cool. Du coup, ça fait du bien de changer un peu de salle aussi. Vous cochez une case supplémentaire. Super. Yes, on va toutes les faire. Donc pour ce concert anniversaire, vous avez passé de longues semaines, voire de longs mois, si je me trompe, tu me dis, à travailler et à répéter, j'imagine. Donc quel est ton bilan de cette longue période de préparatifs ? Déjà, on est quand même vachement plus confiant maintenant. Heureusement, quand même, parce que la veille du truc, ce serait quand même pas mal. À la base, on comptait faire un show de 1h30. Et c'est mon gratteux, Bruno, qui a dit non, il faut faire 2 heures. Tout regarder, mais ça tiendra pas, quoi. Et ouais, essayons. Donc on a pas mal bossé, on a ressorti plein de vieux morceaux qu'on n'a pas joué depuis super longtemps, certains qu'on n'a encore jamais joué, on a retravaillé les bandes de ce qui sonnait un peu poussiéreux. Et de répète en répète, on jouait de plus en plus longtemps le filage, et là les 2 heures on les passe sans trop de problèmes. J'ai peur de dire ça, parce que ça se trouve on va se foirer demain minablement, donc... Ça va aller, vous avez de l'entraînement comme tu disais. Ouais, non, ça va, on a commencé même à faire des shows, les derniers shows qu'on a fait, on les a fait plus longs justement pour s'habituer, parce que on est plutôt du genre à jouer 1h, 1h10, quelque chose comme ça. Là, c'est le double, c'est pas pareil, que pour moi vocalement, au niveau de l'endurance, c'est un gros défi. En plus, comme j'aime bien les défis vraiment hardcore, on a décidé de faire filmer tout ça. Donc là, on n'a juste pas le droit à l'erreur. Justement, tu parles d'anciens titres que vous avez répétés pour l'occasion. Ouais. Est-ce que tu te sens toujours proche de ces titres qui sont maintenant un petit peu anciens, ou est-ce que vous vous sentez peut-être un petit peu plus éloigné de ces titres-là ? Non, je dirais, c'est toujours dans la même logique de ce qu'on a fait. C'est juste que il y a 10 ans qu'on a commencé, il n'y avait pas le même savoir-faire, pas la même façon de bosser les machines. Donc oui, en réécoutant les vieux morceaux, waouh, c'est léger la programmation quand même, ça manque de lourdeur, ça manque de... Donc en fait, on a rebossé l'intégralité des bandes pour rendre tout ça plus épais, plus actuel en fait, plus proche de ce qu'on fait maintenant. Donc on les a un petit peu redynamisés. Et il y a 2-3 trucs dans les tournures de phrases utilisées à l'époque. C'est un peu simple quand même, je changerais bien ça, mais bon, si je change... je vais me faire engueuler. Quoique ça dit, les gens ne connaissent pas les paroles, donc c'est pas très grave, je pourrais, mais... Donc vous avez quand même gardé l'esprit malgré tout des anciens titres. Ouais, on a voulu rester proche de l'esprit du début, mais avec des sonorités un peu plus modernes, quoi. Les trucs qu'on utilisait à l'époque, c'était des vieux synthés tout craqués qu'on avait trouvés à l'époque quand on était dans nos chambres.
c'est dégueulasse. On a réussi à en tirer quelque chose de pas trop mal, mais maintenant on a quand même des VST qui sont vachement plus intéressants, quoi. Donc il y a eu des réenregistrements réellement de certaines bandes? Reprogrammation, on va dire. Ouais. Enregistrement, ça voudrait dire qu'on aurait dû repiquer des vrais instruments comme guitare, batterie, tout ça, mais là c'est uniquement la programmation synthé. Donc on a pas mal de bandes qui passent avec nous lorsqu'on joue, donc c'est surtout ça qu'on a modifié, quoi. Plus chaleureux, plus lourd, tout ça. Donc, D'accord. Tu mentionnais justement que le concert sera enregistré, donc est-ce qu'on peut espérer une sortie digitale ou physique dans l'année, ou peut-être l'année prochaine? digital, oui, ça c'est certain. J'aimerais bien qu'on sorte le live vidéo complet d'ici la fin de l'année. Je vais pas me permettre de donner de date parce que chaque fois que je donne une date, de toute façon je me plante. Et oui, effectivement, sortir le live après sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Deezer et tout ça. Mais sortie physique, je ne sais pas encore, on verra bien. Il y a déjà beaucoup de choses à faire. On nous casse les noix depuis des années pour qu'on sorte des vinyles. Je crois qu'on va être obligé de le faire. Ouais, promis, on va le faire cette année. On va le faire. Il sera bien filmé le concert? Oui, Ah, intégralement. De A à Z. Pour ça, là, si on se plante, tout le monde le verra. Est-ce que tu t'imaginais il y a 10 ans que tu atteindrais ce stade avec Chargot? Non. Non, pas du tout. Pour moi, c'est le type de musique que je faisais il y a 10 ans, parce que j'ai commencé dans ma piole. C'était genre si un jour on arrivait à jouer au club à Paris, ce serait cool, quoi. Si on faisait 100 personnes, ce serait trop bien. Après, ça m'a jamais empêché de rêver, d'imaginer des trucs en très très grand, très très grand, très très grand. Mais de là à me dire que ça prendrait progressivement ce chemin-là, il y a quand même deux mondes, quoi. Donc rêver, délirer, ouais, ce serait bien, si. Et ça prend de plus en plus ce chemin-là. Tu fais, ok, il se passe quelque chose que j'avais peut-être pas prévu à l'époque, mais tant mieux. Bon, après, on est toujours à peu près à 15-20% de ce que j'aimerais faire réellement, mais Qu'est-ce que tu aimerais faire réellement? oh là là là. C'est toi qui lance le sujet, hein. Ah bah déjà, niveau scénographie, j'ai des idées en tête, mais non, beaucoup plus de vidéos avec des écrans LED, etc. Mais pas genre comme ce que fait beaucoup de groupes en ce moment, genre le grand écran LED et puis basta. Oui. Non, j'aimerais vraiment beaucoup plus de supports différents, même réinclure des cathodiques ou des trucs comme ça sur scène, avec de la scénographie en dur, de la figuration. Enfin bon, j'ai des idées, ça va, il y a pas de problème, j'en ai. C'est l'argent et les containers pour transporter les idées qui manquent. La mise en application, ouais. Mais bon, là, c'est déjà pas mal. On commence à être une bonne vingtaine maintenant dans l'équipe. Donc bon, on est parti de 3, on arrive à 20. Peut-être que dans 10 ans, on va être effectivement peut-être une centaine, on sait jamais. Bien sûr, c'est ce qu'on vous souhaite. Vous avez connu une belle montée en puissance tout au long de cette décennie. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu t'es dit, ça y est, on est arrivé? Non. Et je me le dis toujours pas d'ailleurs, parce que je pense que le moment où tu te le dis, c'est le moment où t'es mort, quoi. C'est le moment en fait, où tu commences à te reposer sur tes acquis. Et là, j'aime bien justement en fait, reprendre les choix qui ont été faits, les disséquer, me dire ok, c'est pas mal, mais qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et plus le temps passe, plus on commence à avoir de budget. Fait ok, c'est cool, maintenant qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, que ce soit dans la logistique, dans la scénographie, dans notre façon de faire pour faire que ce soit plus facile à vivre pour tout le monde, pour qu'il y ait plus de spectacles à apporter aux gens. En fait, le show de Chargot est en perpétuelle évolution. Si tu nous as vus il y a 2 ans, ce sera certainement pas la même chose que ce que tu verras. C'est toujours la même ambiance, le même univers, mais il y a des choses qui auront changé, peut-être plus ou moins visibles pour le public. Mais en tout cas, nous, en backstage, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la méthodologie, dans la façon de faire, Ouais, il y a une époque lointaine, quand même, on arrivait avec genre 3 bagnoles perso remplies à ras la gueule. Maintenant, on a un vrai camion pour tout le monde. Donc, c'est quand même vachement plus simple et moins flippant. Parce que s'il y en a un qui crève, c'est foutu. Là, on diminue les risques. C'est quand même plus carré, ouais, tu dirais. Ouais. Oui. On reste toujours des punks, mais des punks plus organisés. Et quand tu repenses donc à tout ce chemin parcouru, est-ce que tu as des regrets ou du moins des choses que tu aurais souhaité faire différemment? Compliqué à dire. Maintenant qu'on a l'expérience sur certaines choses, oui, il y a des choses qu'on aurait fait différemment parce que il y a eu des fois 1 ou 2 années de galère, d'errance à chercher comment faire tel ou tel truc, tu trouves pas. Donc il y a on a tous des petits moments de raté ou trucs. Mais putain, c'est con, on aurait dû faire autrement. Mais il y a rien de catastrophique quoi en soi. C'est des fois des erreurs. Les erreurs c'est fait pour être corrigé. Et puis voilà, on apprend, on avance, on évolue. Il y a rien que je regrette en tout cas. J'ai dit bon. Ça aurait pu être fait autrement, mais bon, c'est comme ça, et puis maintenant on est comme ça parce qu'il y a eu ça. Donc bon, c'est comme si on me disait là,
dans 30 ans, t'as la possibilité de revenir à 20 piges et de recommencer le truc. Et ouais, il y a des chances que certaines choses qui aillent beaucoup plus vite, c'est sûr. Mais on sait pas, on est dedans, on apprend au fur et à mesure. Vos concerts ont la particularité d'enflammer la foule instantanément. En tout cas, de tous les concerts que j'ai pu voir. Ça dépend de la pyrotechnie. Ah, exactement, évidemment. Est-ce que vous avez des techniques secrètes, finalement, pour que ça soit, que le public soit emballé quoi qu'il arrive? Je saurais pas trop te dire, parce qu'en fait, c'est pas juste une question de musique, tout ça, c'est aussi une question de show, d'ambiance. Je suis quand même quelqu'un qui vient du cinéma aussi à la base. Et j'aime bien le principe de bosser sur différents types de médias, quoi. La BD, que ce soit sur le clip vidéo, ça j'essaie d'avoir les doigts à peu près partout. Et je cherche en permanence les trucs qui marchent, que ce soit dans des attractions, au cinéma. Et putain, la lumière elle est pas mal, ça fait un truc. Ou alors ce truc de mise en scène ça marche bien. J'améliore le truc en permanence pour que les gens, même avant qu'on arrive, soient déjà un petit peu préparés. Là je pense que tu vas en avoir un petit début en tout cas, là, ce qu'on va voir à la Cigale. On a un petit peu plus travaillé l'avant, mais il y a beaucoup de mise en scène. De toute façon, dans ce type de musique là, je dirais que c'est presque 60% de mise en scène et 40% de musique, quoi. Des groupes comme Rammstein, AC/DC, Iron Maiden, etc. C'est des groupes qui se reposent énormément sur le visuel. Non pas que la musique est mauvaise, mais si en fait tu mets ces mecs là en tongs et en short sur scène, tu prends Kiss par exemple et tu les mets juste en t-shirt noir de groupe basique, t'enlèves tout l'univers de Kiss autour, ça devient un groupe quand même relativement presque quelconque malheureusement. Donc il doit y avoir un truc d'entertainment qui se passe autour du truc pour habiller un peu tout ça, quoi. C'est intéressant que tu parles de l'aspect visuel, justement, je voulais t'en parler. Vous avez placé la barre très haut avec vos clips et ce depuis le début. Comment tu es parvenu à t'entourer d'une telle équipe professionnelle déjà à l'époque? Là pour le coup il n'y a pas de mystère, c'est effectivement j'ai été en école de cinéma, quoi. Je voulais faire de la réalisation, je voulais faire du montage. J'ai commencé à bosser dans la télé et je voulais bifurquer sur le cinéma, mais bon ça c'est pas fait et en fait tant mieux. L'univers de la télé est quand même assez atroce et assez pourri, je trouve. Donc j'ai gardé les compétences que j'ai acquis de cette époque-là pour Chargot. Je bosse quasiment pour personne d'autre. Ça m'arrive occasionnellement, mais c'est tout. Et puis j'ai gardé quelques contacts de cette époque-là, de l'école, notamment Teddy Masson qui a réalisé quasiment l'ensemble de nos clips. C'est à peu près la même team depuis le début, que des mecs comme ça en fait qui sont passionnés, qui aiment les univers de science-fiction et tout ça, et en fait ils savent qu'en France il n'y a pas forcément beaucoup de trucs comme ça qui vont se faire. Donc eux ils sont obligés d'aller bosser à l'étranger pour faire ce genre de projet. Ou alors il y a des connards comme moi qui disent hey, coucou les gars, c'est les punks à chiens, on a pas trop de budget, mais est-ce que ça vous dirait de... Et généralement les gars font vas-y, on est partant parce qu'on sait qu'on va bien se marrer et on va pas en faire des dingueries, quoi. Donc c'est comme ça que depuis pas loin de 10 ans maintenant, quoi. Ouais. Et, dans les mecs, il y a des cascadeurs qui ont bossé pour John Wick, des trucs comme ça. Enfin, Ah oui, excellent. Il y a du beau monde. Rien. Il y a quelques acteurs de ci, de là. Il y a par exemple un des mecs de Camelot qui a bossé sur un de nos clips, etc. Oui, tout à fait, oui. Que j'ai eu du mal à reconnaître d'ailleurs sur le moment. Mais oui, il a eu du mal à se c'est bien reconnaître lui. aussi. Mais oui, en fait, le projet est suffisamment barré en fait pour pouvoir plaire à des gens qui ont déjà un petit bagage là-dedans. Ils disent allez, vas-y. Parce qu'en vrai, il y a pas grand monde qui fait vraiment du truc de genre poussé. Donc on a envie de tester et puis ça a l'air solide ta connerie, donc vas-y, mais en fait faut juste y aller très progressivement, palier par palier, parce que tout ce qui touche au cyberpunk et au post-apo c'est très très vite casse-gueule. Ouais. Autant si tu fais du Medfan, un truc comme ça, tu peux aller tourner en zone ville médiévale, tu vas avoir des beaux décors, tu peux trouver facilement du costume. Pour le post-apo et le cyberpunk, tu peux très facilement tomber dans le kitsch et c'est dur à faire. C'est dur à faire et tu peux très vite devenir ridicule. Donc, ok, j'ai très peu de moyens, il faut que je sois conscient que j'ai très peu de trucs. On va limiter la taille des cadrages, on va trouver genre 2-3 éléments dans le background qui font penser que si t'as un mec qui s'est bidouillé un petit peu pour faire 2-3 effets spéciaux, faut qu'il en rajoute à 1 ou 2 moments pour qu'on comprenne que c'est bien futuriste, mais pas trop non plus, sinon ça fait guignol. Enfin bon, c'est une question de dosage et d'arriver à être conscient de ses propres moyens, ce qui est pas toujours évident quand tu arrives et que t'as des idées monstrueuses et que ouais mais t'es conscient que là pour ce plan là en fait faut une grue, que ça coûte 10 000 balles, fait merde. Il y a déjà eu des plans, etc., qui étaient ratés pour toi et que tu as complètement annulé? 2-3 trucs, mais c'était des bricoles. On n'a jamais misé des gros plans sur des trucs casse-gueule. Suffisamment bien bossé en amont pour se dire ok,
Tout ça c'est faisable. Par contre, on se garde 2-3 trucs, on dit vas-y, on teste parce qu'on a le temps. On essaye, on voit, et puis bah des fois coup de chance ça marche, et des fois ah ok non, on aurait dû faire autrement quoi. Ça arrive, mais c'est jamais sur des trucs trop graves. De toute façon, vu le pognon que coûte ces putains de clips, on peut pas se permettre d'y aller à la zob complètement. Sinon c'est un gâchis monstrueux quoi. Vous avez un peu des financements quand même? Alors pas tant que ça, on a réussi à en avoir pour Black Wave, le CNC pour une fois qui a donné un peu d'argent, et qui connaissait déjà notre boulot, donc était, ah bon d'accord, ok, d'où. Et la plupart du temps c'est ou sur nos économies ou alors en fait au bon vouloir de la Shadows Army, hein, voilà, qui n'hésite pas à acheter des produits pour l'occasion, pour le Ulule et tout ça, et qui nous file des coups de main lorsque c'est possible. Donc c'est en grande partie quand même grâce à nos fans qu'on arrive à faire quand même de si beaux clips. Et merci à eux. Putain, continuez parce qu'il y a quand même pas beaucoup de beaux clips qui sortent, je trouve. À la base, je suis un clipper. Je suis très très fan du clip. Et je vois ce milieu s'appauvrir d'année en année. Et le clip devenir un simple objet commercial. Ça me désespère un peu. Est-ce que tu aurais mené à bien Chargotte malgré tout, sans l'aspect visuel? Non, pour moi, c'est deux choses complètement indissociables. Et la musique, d'accord, mais le visuel était terriblement important et il fallait le développer quoi qu'il en coûte. Encore une fois, hein, pour ce type de musique, le visuel est terriblement important, quoi. Je pense qu'à mon avis, si on avait commencé en tenue, en short, tout ça, en civil, bon... ouais, voilà, ça serait certainement pas la même portée, quoi. Il suffit de voir les tout débuts de Rammstein, bon, ok, il y avait de la pyro, mais... c'est dur quoi. Genre, je me rappelle des lives qu'ils avaient fait genre 93, 95, un truc comme ça, non. Enfin, le bizarre festival un peu du genre. C'est difficile. C'est difficile. Ça joue pas très bien, visuellement c'est pas très beau du tout. Ça aurait pu disparaître en quelques années quoi. Mais ce qui a fait leur force, c'est tout ce qu'ils ont pu apporter derrière au niveau visuel. C'est indéniable que le visuel aide énormément. Après, c'est pas la solution à tout le monde. Il y a des groupes pour lesquels ça n'a pas forcément d'intérêt. Un groupe par exemple comme Pogo Car Crash Control, par exemple, ils sont vachement dans l'énergie, le côté un peu grunge, tout ça, ça arrive à rien qu'ils arrivent maquillés comme des camions volés comme on le fait. Bah, ils peuvent, mais c'est pas forcément le truc quoi. Un peu de mise en scène c'est bien, mais des fois c'est justifié, des fois c'est pas justifié, il faut trouver encore une fois le bon dosage quoi. Et pour revenir sur Rammstein, c'est réellement une influence du coup, c'est quelque chose qui t'a vraiment marqué j'imagine? Bah ouais, comme la plupart d'entre nous, on a découvert Rammstein gamin, 14-15 piges, tu tombes sur des trucs pareils, t'en prends plein la gueule, tu sais pas ce que c'est, tu mets tes pieds dans le métal pour la première fois, t'es bon. Ok, c'est quoi ce truc de fou furieux? Moi j'ai découvert mon premier DVD de métal, ça a été Guns God on Government Tour de Marilyn Manson. J'ai vu ça, j'ai rien compris, mais je me suis dit je vais faire ça plus tard. Sans le côté polémique qui va avec Manson s'il vous plaît, mais bon. Mais non, on a tous découvert ça quand on était teenage et forcément ça nous a marqué, ça nous a laissé des traces. Bruno le gratteux, lui il a dû voir Rammstein à la loco là, juste à côté. À l'époque où ça devait faire quoi, même pas 1000 personnes. Il s'était pris une claque monstrueuse. Lui aussi c'était dans ses influences à l'époque quoi. Donc. Je ne peux pas passer à côté du sujet sur lequel on te questionne, je pense, tout le temps, à savoir le body painting. Donc on va pas être peut-être dans l'originalité, mais je voulais savoir, est-ce que tu as vraiment besoin de ces apparats pour entrer directement dans la peau de ton personnage? Parce que c'est vrai que finalement c'est comme ça depuis les débuts et c'est indissociable. Ah oui, bah ça de toute façon ça aide hein, pour incarner un personnage comme ça qui de toute façon n'est pas moi. L'étape de transformation, de maquillage, en fait, est nécessaire pour faire la bascule, en fait, de moi à lui, quoi, en quelque sorte. Et tous les artifices qui vont avec, que ce soit le chapeau, que ce soit les lunettes, qui permettent de mettre une distance entre, moi-même, lui, moi, le public. Ça, c'est des choses, en fait, qui me permettent de me couper un peu plus facilement de la réalité et puis, d'incarner au mieux le personnage, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui ne changera jamais, malheureusement, pour ma peau. Voilà, c'est le maquillage, ça on aura toujours. Au niveau des costumes, il y a des choses qui évolueront. Mais ça, le make-up noir, on ne pourra jamais s'en débarrasser. C'est à la fois une idée magnifique et une véritable idée de merde. Voilà. C'est vraiment nocif pour la peau? Non, c'est pas nocif pour la peau. C'est fait pour, c'est juste que quand tu fais plusieurs dates d'affilée et qu'il faut frotter à chaque fois pour tout enlever, il y a au bout d'un moment la peau quand même. Tu peux me laisser tranquille s'il te plaît? C'est un mal nécessaire. Bah ouais.
malheureusement. Mais bon, ça a fait la force du truc, ça a fait que visuellement c'est sympa et que les gens ont remarqué le truc. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Chargot, à peu près tout le monde se souvient des mecs peints en noir. Voilà, c'est pour résumer le truc le plus connement possible, c'est ça, c'est les mecs peints en noir. Donc c'est le truc qui nous suivra ad vitam aeternam, ça pour le coup. Et tu n'aimerais pas un jour performer en tant que toi, peut-être dans un autre projet? C'est pas quelque chose oui, qui dans un manque? autre projet, si, Ouais. pourquoi pas, j'y ai déjà pensé, mais c'est juste que Chargot c'est tellement chronophage et ça prend un temps incroyable que non, j'ai pas encore le temps. J'ai des idées, Ouais. j'ai peut-être pour 2 projets différents, mais puis on verra, c'est pas à l'ordre du jour quoi. Des collabs avec des groupes qui existent déjà ou vraiment des projets que tu créerais toi-même? Les deux. Les deux. Et j'ai déjà des idées de collab là. Bon, je vais pas parler tout de suite parce que j'ai pas envie de vendre le truc tant que c'est pas fait. Parce que pour l'instant, je suis en train de bosser sur le sujet, mais ça se trouve, ça va pas leur plaire. Donc voilà, on a déjà fait un truc il y a pas longtemps avec les tambours du Bronx. Donc là, il y a 2, 3 autres propositions avec d'autres artistes qu'on est en train de voir. On verra ça après la Cigale. Et après une petite semaine de vacances. Mais ouais, si, c'est prévu. On va se mettre sur le sujet des collabs très prochainement. Tu parles des tambours, ça s'est fait comment la collaboration justement? Super connement parce qu'en fait Arco, le machiniste des tambours, a bossé sur le dernier album de Chargot en fait. Il avait rajouté des petits sons de ci de là. En fait je le connais depuis un bail Arco. À l'époque où j'étais en école de cinéma, j'avais réalisé un clip dans lequel il avait bossé dedans. On avait gardé contact là-dessus et puis les tambours pareil, on s'était vu 2, 3 fois parce qu'on avait fait des dates ensemble, on avait gardé contact et puis ça s'est fait un peu naturellement en mode tiens on aimerait bien faire des remixes. Et vous avec votre esprit machine ça pourrait aller avec le côté un peu tribal des tambours. Ça s'est fait tout seul quoi. C'est vrai qu'il y a des liens, quoi qu'il arrive. Ah bah oui, j'aimerais beaucoup inclure toute une série comme ça de trucs percussifs dans une de nos musiques, mais c'est quand même une sacrée logistique. Mais je perds pas espoir, peut-être qu'on le fera un jour ça. Une collaboration sur scène éventuellement avec eux? J'adorerais, mais putain la logistique. Ouais. Mais ouais, il y a peut-être un titre qu'on pourrait faire avec eux en live, ça pourrait être vachement cool. Ouais. Je sais déjà lequel. Ah, Ouais. Je dis rien. mais pareil, ok. Tant que c'est pas fait. J'aimerais parler maintenant d'un détail que j'ai remarqué. Donc, en dépit de vos histoires développées dans les clips et des personnages que vous incarnez sur scène, j'ai été surprise de voir que vos paroles n'étaient pas incluses dans vos livrets d'albums. Y a-t-il une raison à cela? Oui, il y a une raison. Alors, c'est presque vrai parce qu'en fait, dans le deuxième et dans le premier, on a mis juste des bouts de phrases, un peu dans le désordre, comme ça, sur certaines pages. Mais faut avoir envie de remettre ça dans l'ordre, quoi. Et ça concerne qu'un seul morceau. Donc, en vrai, on a quasiment jamais rien mis. Et si je suis la logique du personnage dans son univers, il n'y a pas de réelle volonté en fait parce que les gens comprennent ce qu'il raconte. Il fait ce type de musique là parce que c'est principalement considéré comme un style de musique dégénéré et c'est plus pour emmerder le monde. Donc en vrai il n'y a pas de volonté à en faire un truc vraiment commercial. Bon, on est dans le monde qui existe, donc du coup je suis bien obligé de faire des CD. Je me suis dit bon, on va quand même pas filer les paroles, voilà, démerdez-vous. Si c'était lui qui l'aurait fait, il aurait juste jamais rien filé de toute façon. Même pas d'enregistrement. Mais bon. Par contre, il y a aussi une autre raison. C'est que les gens ils sont beaucoup trop habitués à avoir tout tranquille, pépère. Je préfère les laisser chercher un petit peu, tiens. Tu nous laisses galérer un petit peu. Mais du coup c'est marrant, on voit effectivement des gens qui cherchent sur internet, qui font des conversations à plusieurs. Et alors, t'as compris quoi là-dessus? Ah, je sais ça. Je suis là, je dis rien, je compte les points. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont très limpides parce que c'est scandé et que c'est très compréhensible même pour le public français. Mais pour le reste, c'est vrai que ça reste assez flou puisque c'est tellement incorporé dans la musique que ça devient difficile finalement de décrypter un mot. Et puis en fait, je n'aime pas le mixage français qui très souvent consiste à mettre vachement la voix très en avant. Je préfère avoir une voix plus dans le mix, plus comme si c'était un instrument parmi les autres, quoi. Il y a pas de. C'est un ensemble, ouais. Ouais, c'est un ensemble. Donc bon courage. On va s'atteler à la tâche. Demain soir, après le concert, les spectateurs sont invités en after à l'Atomic Cat, un bar donc typé punk, gothique, post-apo dans le 11e arrondissement de Paris, qui colle par ailleurs extrêmement bien au groupe. Donc c'est pas n'importe quel bar puisque c'est un endroit où tu mixes régulièrement. J'ai été à la direction artistique de ce truc-là pendant 1 an et demi en fait quand il a ouvert. Ah oui, d'accord.
Donc c'est en partie ma faute, l'Atomic Cat. En partie. J'ai pas de billes là-dedans, quoi, mais quand le truc a ouvert, j'étais déjà dans l'équipe. Donc c'est devenu un de nos petits QG, justement. Ah oui, donc c'est vraiment pas un mystère que ça soit autant ambiance Chargotte. C'est parce que c'est ton délire à toi. Ouais. Bah, le patron, justement, hésitait entre deux types de bars. Il m'a posé la question. Je lui ai dit, si tu me demandes à moi, tu sais très bien ce que je vais te répondre. Et ok, tu veux faire un peu de déco là-dedans, un peu de DA. Fait, bah écoute, vas-y, je suis chaud. C'était comment avant? C'était un bar geek avant, un bar de jeu. Mais il y avait déjà une partie de l'ambiance qui était là, mais on a un peu grossi le trait, quoi. Histoire de rendre ça un petit peu plus post-apo, un peu plus bordélique. Un petit peu plus, ouais. Un peu plus, ouais. Et puis comme on a souvent venu fait même faire des shootings photos et tout, on a laissé de la déco, on a laissé des trucs en plus. Et on peut te laisser les câblages au plafond? Ouais, vas-y, laisse, ça fera de la déco. Allez. Donc on peut y trouver des affiches de propagande du Great Eye, le symbole de Chargotte dans des trucs comme sur des pylônes. Donc c'est normal, c'est parce qu'on était là avant. Intéressant. Pour revenir au concert de demain, qui, je le rappelle, sera à La Cigale, est-ce que tu as 2-3 petits trucs que tu pourrais nous révéler, même si je sais que la majorité restera une surprise? Alors, je peux pas révéler grand chose. Bon, des trucs déjà je peux révéler, c'est que là on va commencer à faire enfin un truc que je voulais faire depuis super longtemps, c'est-à-dire commencer à faire un petit peu le show avant même le début du show. C'est-à-dire que généralement quand on va dans une salle de concert, bon t'arrives, c'est éclairé pleine balle, t'as de la musique qui passe en fond, tout ça. Bah là pour le coup j'ai décidé de changer l'ambiance lumineuse de la salle et de mettre des fonds musicaux appropriés et on risque de peut-être croiser 2 ou 3 personnes qu'on a déjà vues dans les clips en fait pour le coup. Donc un peu de figuration, truc comme ça. Ceux qui connaissent bien les clips risqueront de peut-être croiser 1 ou 2 visages familiers, c'est pas impossible. Donc directement au sein de l'audience même? Ouais, dans l'audience, dans la salle, il y aura quelques visages peut-être connus, voilà. J'aime bien l'idée que le show ne se passe pas que sur scène et au moment prévu. J'aime bien quand ça déborde un peu, quand c'est légèrement imprévu. Enfin, prévu pour le public en tout cas. Nous, c'est très prévu, c'est timé. Donc tout va bien. Mais c'est la première fois, du coup, j'ai la possibilité de vraiment lancer ce genre de show. Donc on va voir si ça marche. Et puis peut-être que je ferai ça de plus en plus et de façon de plus en plus importante, on va dire. Bon, on peut compter sur la présence de Skarskin, j'imagine, comme d'habitude. Ouais, bon, ça de toute façon, une fois qu'on le laisse sortir de sa niche, il est inarrêtable. Donc oui, il sera de toute façon dans la salle à essayer de tâcher les gens comme d'habitude. Oui, voilà. Et ça, c'était le premier truc qu'on voulait qui débordait avant le show, mais du coup, il y aura d'autres trucs. C'était prévu à l'époque, quand vous avez inclus Skarskin, c'était prévu que ce soit ponctuel et finalement c'est devenu permanent ou ça a toujours été quelque chose qu'une fois que vous l'ayez inclus? Skarskin, c'était une erreur à la base, c'était pas prévu. C'était un type qu'on avait pris à l'époque juste pour filmer notre tout premier concert et qui a fait de la merde du début jusqu'à la fin. Marcher sur les pédales, désaccorder la guitare, se prendre les pieds dans les trucs en passant, se foutre devant le gratteau ou devant moi alors que c'est pas du tout le truc. Il nous a tellement énervé qu'en fait on lui a laté la gueule et on l'a balancé dans le public. Et les gens nous le renvoyaient. Mais putain non, on n'en veut pas, reprenez-le. Et à la fin du show, les gens disent putain c'est trop drôle quand vous faisiez semblant de maraver le mec et tout. Ah ben on faisait pas semblant mais d'accord en fait on prend note, on va le garder. Ah d'accord, c'est devenu un élément du show, mais à la base c'est une histoire vraie quoi. C'est une histoire vraie. Vraiment martyrisé à la base. Donc c'est pas le même mec depuis, il y a eu d'autres personnes qui sont passées sous le masque. Mais en tout cas, l'entité Skarskin, la mascotte, c'est un truc qui du coup restera toujours. C'est un heureux incident, on va dire. Super. J'aimerais finir cet épisode sur votre participation au Hellfest de cette année, donc en 2025. Donc vous vous y êtes déjà produit en 2019 et être régulièrement présent sur place pour donner des interviews. Hellfest 2019, Hellfest From Home. On avait joué au VIP aussi en 2019 aussi. Les interviews, ouais, on commence à connaître un petit peu. Mais oui, c'est bien, ça ne me dérange pas, au contraire. Là, on devrait jouer sur un horaire bien plus tardif pour le coup que la première fois, on avait joué à 11h. Donc on est ravis. Bon, ce sera toujours à mon avis en journée, donc on n'aura pas d'obscurité. Donc ça c'est dommage. Mais bon, on peut pas tout avoir. J'avais surtout peur qu'on nous mette sur la main stage parce que là c'est éclairé
plein balle dans la journée. Je suis, oh non, C'est pas l'ambiance. non, Ouais. pas la main stage s'il vous plaît, je veux pas. Je pense que je vais être un des rares connards qui te dire non, non, est-ce que je peux ne pas être en main stage s'il vous plaît. Histoire qu'on nous foute sous une tente pour qu'il y ait un peu d'ombre et tout ça. Donc là, retour sur la temple, donc c'est parfait, c'est à la maison. On connaît, on sait qu'on pourra faire un peu de light. Pas trop, malheureusement, mais il y en aura un peu quand même. Non, bon, on est content. Après, ça se comprend selon les styles. Clairement, la main stage, c'est pas du tout approprié, quoi. Ah, la main stage en soi, la salle, enfin la dimension pose pas de problème, il n'y a aucun souci. C'est juste le trop plein de luminosité que je veux pas, quoi. Et ça nous arrivait très rarement de jouer en pleine journée. On est toujours un petit peu malheureux quand on dit ouais, faut se montrer en plein jour. Oh non, oh non, on va voir à quel point on est moche. Oh non. Vous sentez quand même une différence d'ambiance vis-à-vis du public quand c'est en journée? Ouais. Ouais. Bah, quand on est en notre élément, c'est-à-dire dans l'obscurité, on peut jouer sur le côté un peu plus mystique, creepy, tout ça. Et bah, lorsqu'on est éclairé pleine balle, bah, là on y va beaucoup plus à la punk, plus en mode truc super énergique, plus énervé direct dès le départ. On n'essaye pas de faire monter l'ambiance doucement comme ça, si on y va pleine balle et puis on tape direct, quoi. Ouais, vous vous adaptez quand même Ah oui, à ce contexte. on s'adapte toujours, de toute façon, en fonction des salles dans lesquelles on va. On a à peu près globalement toujours la même chose, mais en fonction des endroits, on réadapte toujours un petit peu le show en fonction de si le public est très motivé, de s'il est français ou allemand. Déjà, ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce qui change majoritairement? Alors les Allemands, c'est simple, on a l'impression de jouer devant l'armée en terre cuite de l'empereur de Chine. Ils bougent pas. Ils sont très contents d'être heureux, mais ils ne manifestent rien. Donc c'est très déstabilisant parce que quand tu joues devant un public français, tu sais très rapidement s'ils aiment ou pas, ça se voit sur leur gueule. Ils se foutent sur la tronche au bout de 2 minutes. Les Allemands, il n'y a rien qui paraît. En tout cas, dans la scène métal, je ne sais pas, mais chez les gothiques allemands, chez qui on a joué plusieurs fois, c'est souvent comme ça. Tu sais qu'à la fin, ils viennent te voir, ouais, c'est vachement bien, et super content, trop cool, et ils te défoncent le merch. Mais pendant tout le show, tu te dis, est-ce que je suis pas en train de faire un énorme show de merde? Par contre, les faire applaudir dans les mains, ça marche. Côté binaire, ça leur parle. Mais ils internalisent beaucoup. Ah oui, beaucoup. Ouais. C'est compliqué, sachant qu'on a un public qui est quand même très démonstratif en règle générale. Là, c'est beaucoup plus dur avec les Allemands. C'est fou parce que on sait de manière générale que plus on monte dans le nord et plus les gens sont stoïques. Mais un groupe comme Fargot, on ne dit pas que les gens restent de marbre en fait. C'est étonnant. Ah oui, c'est pour ça que je leur demande pas de faire de Wall of Death ou de trucs comme ça. Hein. Ouais. Ils vont m'arrêter, basse. Non, le maximum que je peux faire avec les Allemands, c'est les faire applaudir, c'est tout. Et bon, le reste, bon, on verra. Peut-être que ça finira par se dérider à un moment ou un autre, mais en tout cas, c'est propre à la scène gothique allemande. Oui. Je demande à voir comment c'est avec les métalleux. J'ai pas encore l'occasion de voir, mais j'aimerais bien. Pour revenir au Hellfest, est-ce qu'il y a une pression supplémentaire à se produire dans ce festival par rapport à une date plus classique? Non, pas vraiment. Pas vraiment. On en a eu d'autres là depuis des festivals où au niveau des timings c'était très très chaud, très genre pas de balance, line check direct. Vous savez que tout le bordel qu'on a, faut que tout soit installé. Donc maintenant on sait qu'on peut s'installer en à peine quelques minutes. Donc c'est rodé. Il y a une pression vis-à-vis du Hellfest pour que tout soit bien timé, que ça aille super vite. Mais en vrai, je trouve qu'il n'y a pas plus de pression que dans d'autres gros festivals qu'on a pu faire. En fait. Oui. Ça reste une très grosse machine de guerre. C'est cool d'y jouer, mais on n'aura pas plus la pression là qu'à un autre endroit. D'accord. Je pense que c'est incontournable pour un groupe à succès de passer dans ce festival. En tout cas, pour un groupe français, oui, c'est sûr. Il n'y en a quand même pas beaucoup des très gros festivals en Europe, donc celui-là, on fait clairement partie. Hein. Entre ça, le Wacken, le Graspop, c'est un peu les passages incontournables. Après, il y a quand même plein d'autres festivals plus petits, mais qui sont vachement bien. Le Bridge to Hell, le 666, qui ont des super belles affiches à chaque fois. Donc, c'est complètement différent. L'un et l'autre sont très intéressants, chacun à leur manière. En fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui pensent que le Hellfest devient un peu trop mainstream et généraliste? Ils ont un peu raison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment, En tout cas, qui disent que c'est une mauvaise chose. Je suis très mal placé pour donner des conseils de gestion de festival à monsieur Ben Barbeau. Déjà que moi j'ai du mal à me gérer tout seul, donc un festival je vais juste gentiment fermer ma gueule, hein, voilà.
Non, qui fait ce qu'il veut avec son fest, à un moment, moi ça me concerne pas, hein. S'il a envie d'amener de nouvelles choses dans son fest, bah grand bien lui fasse. S'il y en a qui ça ne va pas, bah il y a le motocultor, il y a l'extrême fest, il y a plein d'autres trucs, donc faites-vous plaisir, allez là où vous avez envie d'aller, et puis voilà, hein. Ça se trouve peut-être qu'il repassera des trucs plus extrêmes prochainement, peut-être que ça deviendra plus mainstream, on sait pas, peut-être pas. En attendant, bah faites-vous plaisir et arrêtez de vous prendre la tête, bordel de merde, quoi. On est bien d'accord. Étienne, je te remercie infiniment d'avoir participé à notre podcast. C'était un réel honneur. Et ben un grand plaisir partagé. Je te souhaite un excellent concert demain à la Cigale et tout le meilleur pour les 10 prochaines années, les 20 prochaines années. Il n'y a pas de limite. J'espère qu'on sera là. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, venez en discuter avec nous sur notre serveur Discord et sur les réseaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Vinterra. Bye bye!